Dans l'immense et fascinante histoire de l'horlogerie, certains noms brillent comme des phares dans la nuit, guidant les innovations et marquant leur époque. Mais à côté de ces géants bien connus, il existe des figures plus obscures, des artisans dont les vies et les œuvres sont entourées de mystères, presque comme des légendes chuchotées sur les quais des ports. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une de ces histoires les plus énigmatiques, celle d'Orion Keltorn, un horloger naval dont le génie n'avait d'égal que l'étrangeté de ses créations. Accrochez-vous, car nous partons pour un voyage au cœur du XVIIIe siècle, à la découverte d'un homme qui a tenté de mesurer le temps d'une manière que personne n'avait jamais imaginée. Orion Keltorn naît en 1669, dans un petit village côtier dont le nom s'est perdu dans les brumes de l'histoire. On sait peu de choses sur sa jeunesse, si ce n'est qu'il a grandi au son des vagues et des cloches de l'église locale. Très tôt, le jeune Auréen montre une fascination pour deux choses. La mer, avec ses rythmes imprévisibles et sa puissance redoutable, et les mécanismes complexes, les engrenages qui tournent avec une précision mathématique. Cette double passion va définir toute sa vie et son œuvre. Adolescent, il entre en apprentissage chez un maître horloger réputé, mais il se distingue rapidement de ses pairs, tandis que les autres s'efforcent de créer des montres toujours plus précises pour les gentilshommes et les dames de la haute société. Orion, lui, a le regard tourné vers le large. Son ambition n'est pas de mesurer le temps des salons, mais celui des océans. À l'aube du XVIIIe siècle, la navigation en haute mer est une entreprise périlleuse. Le plus grand défi pour les marins est de calculer leur longitude, une mesure essentielle pour savoir où ils se trouvent, d'est en ouest sur le globe. Pour cela, il leur faut une horloge capable de garder l'heure exacte du port de départ, malgré les conditions extrêmes en mer, le roulis incessant, les changements de température, l'humidité saline. Les plus grands esprits de l'époque se penchent sur ce problème, mais Orion Keltorn, lui, aborde la question sous un angle complètement différent. Il ne cherche pas seulement la précision, il cherche une connexion, une symbiose entre la machine et l'océan. Il s'installe dans un petit atelier près d'un grand port, probablement en France ou en Angleterre, et commence à se forger une réputation d'horloger naval. Mais pas n'importe lequel, ses clients sont des capitaines audacieux, des explorateurs, des hommes qui, comme lui, n'ont pas peur de l'inconnu. Les premières créations de Keltorn sont déjà remarquables. Il développe des chronomètres de marine d'une robustesse exceptionnelle, logés dans des boîtiers en bois précieux et en laiton, capables de résister aux pires tempêtes. On raconte que ces horloges étaient si fiables que les capitaines qui en possédaient une semblaient avoir une sorte de sixième sens pour la navigation. Mais ce qui fait entrer Orion Keltorn dans la légende, ce n'est pas tant la précision de ces instruments que leur nature profondément mystérieuse. Il ne se contente pas de fabriquer des outils. Il crée des œuvres vivantes, des objets qui semblent avoir une âme propre et un lien secret avec la mer. Ses contemporains le décrivent comme un homme solitaire, passant des nuits entières dans son atelier éclairé à la bougie, entouré de cartes marines de bocaux, remplies de sable de différentes plages et de schémas incompréhensibles pour le commun des mortels. Il parle peu, mais ses yeux brillent d'une intelligence vive lorsqu'il évoque les marées, les courants ou la danse des étoiles. C'est dans ce contexte que naît son chef-d'œuvre, l'instrument qui va le rendre à la fois célèbre et incompris, la sentinelle des abysses. Ce n'est pas une simple horloge, c'est un objet unique dont la fonction même défie toute logique horlogère. Imaginez une grande horloge de parquet, sculptée dans un bois sombre et dense, peut-être du chêne des marais. Sa face n'affiche pas les heures de manière traditionnelle. À la place des chiffres, on trouve des symboles étranges, rappelant d'anciennes runes marines ou des constellations oubliées. Mais le plus incroyable, ce n'est pas son apparence, c'est son fonctionnement. Cette horloge, la sentinelle des abysses, reste la plupart du temps immobile, silencieuse, morte. Ses aiguilles ne bougent pas, son mécanisme est inerte. Rien ne semble pouvoir la faire fonctionner. On pourrait la croire cassée, un simple meuble décoratif, sauf que, dans de très rares et funestes occasions, elle se réveille. Les témoignages de l'époque, recueillis dans les journaux de bord de quelques capitaines et dans des lettres échangées entre marins, sont aussi rares que précieux. Ils racontent tous la même histoire incroyable. L'horloge d'Orion Keltorn ne se met en marche que lorsqu'une marée noire se produit quelque part sur les océans du monde. Quand une nappe de pétrole, ce goudron de mer, comme on l'appelait alors, s'échappe naturellement des fonds du marin et vient souiller la surface de l'eau, la sentinelle des abysses
parfois à des milliers de kilomètres de là, commence à fonctionner. Ses engrenages se mettent à grincer, son balancier oscille lentement, et ses aiguilles se déplacent sur le cadran ésotérique. Elle ne donne pas l'heure, non. Elle semble plutôt mesurer la durée et peut-être même l'ampleur de la catastrophe écologique. Puis, une fois la nappe de pétrole dispersée par les courants et les vagues, l'horloge s'arrête aussi soudainement qu'elle avait démarré et retourne à son silence de mort. Comment est-ce possible? C'est la question qui a hanté les quelques personnes qui ont eu connaissance de cette création. Au XVIIIe siècle, la notion de communication à distance sans fil est de la pure science-fiction. Il n'y a pas de satellite, pas de radio. Comment une machine en bois et en métal pouvait-elle savoir qu'un événement spécifique se produisait à l'autre bout du monde? Personne n'a jamais pu percer le secret de son mécanisme. Keltorn a emporté ses plans dans la tombe. Les quelques horlogers qui ont eu la chance ou la malchance d'examiner l'une de ses créations en sont ressortis plus perplexes qu'avant. Les rouages semblaient conventionnels, mais leur agencement était d'une complexité déroutante. Certains ont émis des hypothèses folles. Keltorn utilisait-il des matériaux inconnus, des métaux sensibles à des variations infimes du champ magnétique terrestre, modifiés par la présence d'hydrocarbures à la surface de l'eau? Ou bien, comme le murmuraient les plus superstitieux, avait-il passé un pacte avec une entité marine? La vérité est que nous ne le saurons probablement jamais. La carrière d'Orien Keltorn atteint son apogée autour de 1710. Il est alors une figure quasi mythique dans les ports. On ne vient pas le voir pour acheter une simple horloge, on vient chercher un oracle, un talisman. Posséder une horloge de Keltorn, c'est avoir un lien direct avec les mystères de l'océan. On dit qu'il n'a fabriqué qu'une poignée de ces sentinelles des abysses, peut-être 3, peut-être 5. Chacune a été confiée à un capitaine qu'il jugeait digne, non pas en fonction de sa richesse, mais de son respect pour la mer. Ces horloges sont devenues des légendes flottantes, des objets de convoitise et de peur. Un journal de bord datant de 1715 raconte comment le capitaine d'un navire marchand a changé de cap en pleine nuit, sans raison apparente, après avoir vu son horloge Keltorn se mettre en marche. Quelques semaines plus tard, il apprit qu'il avait ainsi évité de justesse une immense nappe de goudron qui aurait pu piéger son navire et le condamner. Coïncidence? Intuition? Ou la magie de l'horloge? Orien Keltorn meurt en 1720, aussi discrètement qu'il a vécu. Son atelier est retrouvé vide. Pas de plans, pas de notes, pas d'outils spéciaux. Juste l'odeur persistante du sel, de l'huile et du bois. Il laisse derrière lui un héritage de questions sans réponse. Ces chronomètres de marine, plus classiques, ont continué à servir pendant des décennies, mais ses créations les plus étranges, les sentinelles, ont peu à peu disparu. L'une aurait sombré avec un navire explorateur dans l'Arctique. Une autre aurait été détruite dans l'incendie d'un manoir sur la côte. Une troisième serait cachée quelque part, dans une collection privée, son propriétaire actuel ignorant peut-être la nature exacte de l'objet qu'il possède. Imaginez un instant, une vieille horloge dans un grenier, silencieuse depuis 3 siècles, qui pourrait soudainement se remettre à fonctionner, annonçant une catastrophe écologique à l'autre bout de la planète. L'histoire d'Orien Keltorn nous rappelle que la science et la technologie ne sont pas toujours des lignes droites et claires. Il y a des chemins de traverse, des impasses géniales, des inventeurs dont la vision dépasse l'entendement de leur propre époque. Keltorn n'était pas seulement un horloger, c'était un poète de la mécanique, un philosophe des marées. Il n'a pas cherché à dompter le temps, mais à l'écouter, à dialoguer avec lui, à travers le langage de l'océan. Son horloge qui ne fonctionnait que lors des marées noires est une métaphore puissante. C'est un instrument qui ne mesure pas le temps qui passe, mais le temps qui pèse, le temps des blessures infligées à la nature. Près de 300 ans avant que l'écologie ne devienne une préoccupation mondiale, un homme avait peut-être déjà créé le premier lanceur d'alerte mécanique de l'histoire. Aujourd'hui, l'héritage d'Orien Keltorn est presque entièrement immatériel. Il n'a pas fondé d'école, il n'a pas laissé de traité. Il a laissé une légende, un conte pour les amateurs d'horlogerie et les amoureux de la mer. Une histoire qui nous pousse à nous demander « Et si ?» Et si un tel génie avait vraiment existé? Et si ses créations dormaient encore quelque part, attendant le prochain soupir de l'océan pour se réveiller? C'est tout le charme de ces récits qui flottent entre l'histoire et le mythe. Ils nous rappellent que même dans un monde que l'on croit cartographié et compris, il reste des zones d'ombre, des mystères profonds comme les abysses,
et des hommes extraordinaires qui ont osé y plonger. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le temps à la rencontre de ce personnage fascinant. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations futures et à partager en commentaire les légendes d'artisans ou d'inventeurs méconnus que vous aimeriez que nous abordions. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Bonjour à tous, passionnés d'histoire et de mystère. Aujourd'hui, on plonge dans les archives oubliées du temps pour déterrer le nom d'un homme qui a littéralement voulu mettre l'océan en boîte. Son nom? Varro Sindrel. Retenez-le bien, car vous ne l'avez probablement jamais entendu, et pourtant, son histoire est absolument fascinante. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, une époque de grandes explorations et de découvertes scientifiques. Les navigateurs bravent des mers inconnues, mais un ennemi invisible et puissant dicte sa loi: les courants marins. Ces fleuves invisibles dans l'océan peuvent accélérer un voyage ou le transformer en cauchemar. Les cartes de l'époque sont imprécises, et comprendre ces courants est le saint graal de la navigation. C'est là qu'intervient notre héros méconnu, Varro Sindrel, né en 1672. Sindrel n'est pas un marin, mais un ingénieur, un esprit brillant et obsessionnel. Il est convaincu qu'il est possible de prédire et de cartographier ces forces invisibles. Mais comment étudier un phénomène aussi vaste et puissant que les courants océaniques depuis la terre ferme? La plupart de ses contemporains le prennent pour un fou. Mais Sindrel a une idée révolutionnaire, une idée d'une ambition démesurée. Il va construire une réplique de l'océan. Ouais, vous avez bien entendu. Pendant des années, dans le plus grand secret, Sindrel se lance dans un projet titanesque. Il conçoit et fabrique un mini-modèle d'océan mécanique. Imaginez une immense salle, peut-être une ancienne grange ou un entrepôt, rempli d'un système complexe de bassins interconnectés, de pompes ingénieuses actionnées par des poids et des engrenages, et de canaux méticuleusement sculptés. Chaque bassin représente un grand océan, chaque canal un détroit majeur. Ce n'était pas juste une maquette statique, c'était une machine vivante. En utilisant des mélanges d'eau de différentes salinités et températures, et grâce à son incroyable machinerie, Sindrel parvient à recréer les grands courants connus de son temps. Le Gulf Stream, le courant de Kuroshio. Il utilise de fines poudres colorées pour visualiser les flux, observant pendant des heures, des jours, des semaines, le ballet silencieux de son océan miniature. Son objectif est de créer un atlas des courants, un outil qui pourrait sauver des milliers de vies en mer et révolutionner le commerce mondial. Pendant plusieurs années, son modèle fonctionne à merveille. Il affine ses calculs, ajuste ses mécanismes, et ses prédictions pour les courants connus deviennent d'une précision stupéfiante pour l'époque. Il documente tout dans des carnets remplis de schémas complexes et d'observations détaillées. Sindrel est sur le point de réussir, de prouver à tous ses détracteurs qu'il n'était pas un rêveur, mais un visionnaire. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure étrange, presque inquiétante. Un jour, en observant son modèle, Sindrel remarque quelque chose d'anormal, un nouveau courant, une fine ligne de poudre colorée qui s'est formée dans une région de son océan Pacifique miniature, un courant puissant et stable que personne n'avait jamais documenté. Il vérifie ses mécanismes, ses calculs, pensant à une erreur, une fuite, un dysfonctionnement. Mais non, la machine fonctionne parfaitement. Intrigué, il consulte les cartes les plus récentes, interroge les rares marins revenus de ces lointaines contrées. Personne n'a jamais rapporté l'existence d'un tel courant. C'est impossible. C'est une anomalie, un courant fantôme né dans sa machine. Il décide de l'ignorer, de le considérer comme un artefact de son modèle. Il le note dans un coin de son carnet comme une aberration mécanique et continue son travail. Mais quelques semaines plus tard, un autre courant fantôme apparaît, cette fois dans son Atlantique Nord, puis un troisième près des côtes de l'Australie. Son océan mécanique, si fidèle à la réalité, commence à générer des phénomènes qui n'existent nulle part sur Terre. Ces courants fantômes apparaissent, disparaissent, changent de direction, suivant une logique qui lui échappe totalement. Sindrel devient obsédé par ces anomalies. Il délaisse son projet initial pour se consacrer entièrement à la compréhension de ces courants impossibles. Sont-ils une prédiction? Une sorte d'écho d'un futur lointain où la géographie des fonds marins aurait changé? Ou pire, sa machine est-elle devenue quelque chose d'autre? Une fenêtre sur un autre monde, un océan parallèle avec ses propres lois. Ses notes deviennent de plus en plus ésotériques. Il ne parle plus d'ingénierie,
mais de sympathie liquide, de mémoire de l'eau, de courant prophétique. Il est persuadé que son modèle ne simule plus seulement notre monde, mais qu'il est entré en résonance avec quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Il écrit « Mon océan rêve. Il me montre des chemins qui ne sont pas encore, ou qui ne sont plus. Suis-je le cartographe de la réalité ou celui de l'imaginaire ?» Son entourage s'inquiète. L'ingénieur brillant laisse place à un homme hanté, qui passe ses nuits à regarder des tourbillons de couleurs qui ne devraient pas exister. Il est isolé, incompris. En 1710, Varro Sindrel meurt, emportant ses secrets avec lui. Son atelier est démantelé, son incroyable océan mécanique détruit, considéré comme l'œuvre d'un excentrique. Ses carnets sont dispersés, la plupart perdus. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, faisant de Sindrel une simple note de bas de page dans l'histoire des sciences. Mais voilà le rebondissement incroyable. Au XXe siècle, avec le développement des sonars et des satellites, les océanographes ont commencé à cartographier les fonds marins avec une précision inégalée. Et ils ont découvert quelque chose de stupéfiant. Ils ont découvert des courants profonds, des rivières sous-marines qui serpentent à des milliers de mètres de profondeur, invisibles depuis la surface. Et plusieurs de ces courants, découverts près de 250 ans après la mort de Sindrel, correspondent de manière troublante aux emplacements des courants fantômes, dessinés dans les quelques carnets retrouvés de l'ingénieur. Alors, comment est-ce possible ? Comment Varro Sindrel, avec sa machine faite de bois, de laiton et d'eau, a-t-il pu voir ou à prédire l'existence de ces courants profonds, totalement inconnus à son époque ? Est-ce une coïncidence statistique absolument ahurissante ? Ou est-ce que son modèle, par un hasard génial ou une intuition inexplicable, a réussi à simuler des dynamiques océaniques si complexes que la science ne les a comprises que bien plus tard ? Certains avancent que sa simulation de la température et de la salinité, même approximative, aurait suffi à générer des modèles de circulation thermohaline, ces fameux courants profonds. Il aurait, sans le savoir, modélisé un phénomène que personne ne pouvait même imaginer. Il aurait été un pionnier absolu si en avance sur son temps qu'il a pris ses propres découvertes pour des hallucinations. D'autres préfèrent une explication plus poétique, et si sa machine, par sa complexité même, avait touché à quelque chose de plus fondamental, une sorte de schéma universel des fluides, une matrice invisible qui gouverne les mouvements de l'eau, que ce soit dans un petit bassin ou dans un vaste océan. L'histoire de Varro Sindrel est celle d'un homme qui a volé un secret à l'océan, mais qui n'a pas su le déchiffrer. Un génie oublié, à la frontière entre la science et le mystère, dont l'œuvre fantôme continue de nous interroger sur les limites de la connaissance et de l'intuition. Qu'en pensez-vous ? Génie incompris ou simple histoire embellie par le temps ? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette plongée dans l'inconnu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'histoire secrète. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.